lever à 2 heures du matin. Départ des bus, 3 heures. Arrivée, 3h30. La sirène, 4 heures. Le casse-croûte, 6h30. De 6h30 à 1h15, terminé. 10 minutes de dépannage, un point c'est tout. Que les travailleurs se rendent compte que toute journée, toute heure perdue pour la production est une cause d'appauvrissement général. Me voici à l'usine, établi. L'embauche a été plus facile que je ne l'avais pensé. Timide et inquiet, j'ai répondu comme les autres. Rien. Aux questions sur les diplômes. Rien. Sur les qualifications ou ce que je sais faire de particulier. Même pas le BEPC. Je pouvais lire dans les yeux de mes camarades de file l'humiliation de ce rien. On n'emmène pas large quand on vient quémander un petit emploi manuel. Un demi-campagnard, un peu ahuri. Ça ne parle pas d'histoire, ça. D'ailleurs, pourquoi l'embauche d'un ouvrier à la chaîne serait-elle compliquée? Bon, pour la visite médicale, suivant. Alors, recrutement complexe et profil de poste, c'est quand on est quelqu'un, mais quand on est personne... Suivant. J'ai une piètre mine. Le laminage des convulsions de l'après-mai 68, un été de déchirement, est encore inscrit sur mes traits. En ce début septembre 1968, Citroën déborde la main-d'œuvre. Travaille dans l'instable. Vite entré, vite sorti. Bon, mets-toi là, quelques mouvements musculaires, radio, pesage, bon pour le service. Vous êtes affecté à l'usine de Choisy. Présentez-vous lundi matin, 7 heures, à l'agent de secteur. Le poste d'entrée de l'atelier est tenu par le pontonnier, Kamel. Il fait monter chaque carcasse de la cour accrochée à un filard. Les cadences infernales dont parlent les tracts. Je me représentais la chose à un rythme plus rapide. Un enchaînement saccadé et vite. Les 2 chevaux arrivent sous forme de carrosserie clouée. Simple assemblage de bouts de ferraille. Ici, on soude les morceaux. Ça va, attention! Allez à l'embauche!
hasard. Les carcasses de 2 chevaux qui défilent devant nous, comme un long glissement de l'eau. Je me sens progressivement anesthésié. Une fois accroché à la chaîne, la carrosserie commence son arc de cercle. Elle passe devant chaque poste. Limage, ponçage, martelage. Pas d'arrêt, ça doit bouger. Compris? Et vite là, parce que la caisse suivante arrive et tout recommence. Si tu travailles vite, tu auras quelques secondes de répit. Allez! Ah, c'est pas vrai. Intensifiant son effort, un ouvrier peut remonter la chaîne. Il accumule un peu d'avance. Il aura amassé, au bout d'une heure, le fabuleux capital de 2 minutes d'avance, le temps d'une cigarette. Si tu travailles trop lentement, tu coules. 50 cm perdus, 30 secondes de retard, une jointure mal faite, et il faut tout recommencer, parce que la voiture, elle est loin. Car la nouvelle carcasse avance de sa régularité stupide de machinerie. Dans les interstices de ce glissement gris, j'entrevois une liature de la mort contre la vie. Sauf que la vie se revive. Les muscles et les nerfs résistent. Quelque chose, dans le corps et dans la tête, s'arc-boute contre la répétition et le néant. Cette soudure ratée, cette grimace, c'est la vie qui s'accroche. Au bout du circuit, tout part dans un tunnel au blanc. Pour le moment, t'as qu'à regarder. Le bâton, s'il est là. Si tu en mets trop, ça fait une bosse et ça va pas. Pas assez d'état. Ça recouvre pas tout et ça va pas non plus, hein. Regarde comme je fais. Le travail de Mouloud est de faire disparaître l'interstice entre les parties métalliques qui constituent la courbure au-dessus de la fenêtre avant de la 2 chevaux. Il prend de la main gauche un bâton, une matière brillante. De la main droite son chalumeau. Coup de flamme. Une partie du bâton fond. Mouloud étend soigneusement cette matière à l'aide d'une palette de bois. La fissure disparaît. Non, ça n'a pas l'air tout compliqué. Pourquoi ne me laisse-t-il pas essayer? Eh, tu commenceras bien, là c'est tout, crois-moi. Ah, Midi et quart, cantine. 3 quarts d'heure pour manger. Mouloud, souffle la fesse. Mais ça m'intéresse pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi j'ai la femme et les enfants là-bas en cabine. Pas comme c'est d'autres. Ah, et les célibataires, ils peuvent s'amuser, tu vois. La revue porno dans la poussière et la grâce des combinaisons grisâtres. Impression pénible. Fantasme de prisonnier. Allez, à toi maintenant. Montre-moi comment on fait, allez. Je m'embrouille dans l'ordre des opérations. Le chalumeau, le coup de palette, le bâton main gauche, le chalumeau main droite. Moi je n'y arrive pas, c'est la panique. Chacune de mes soudures est à refaire. Arrête. C'est pas la peine de paniquer comme ça, oh. Regarde comme je fais. Il travaille avec application et régularité. Pas de gestes ni de mots superflus. Pourquoi ces bras et ces doigts savent-ils travailler? C'est pas les miens. Je suis M2, manœuvre. Moi qui ne sais rien faire, on m'a embauché comme OS, ouvrier spécialisé. Dans la hiérarchie du pas grand-chose, c'est pourtant au-dessus de manœuvre. La répartition est raciste. Les Noirs sont M1, tout en bas de l'échelle. Les Arabes, M2 ou M3. Les autres immigrés européens sont en général OS1. Et les Français, OS2, l'office. On devient OS3 à la tête du client, au bon vouloir des chefs. 6h moins le quart. La chaîne s'immobilise. Mouloud vient de finir la 148e voiture de la journée. À demain. Salut. Je reste un instant dans l'atelier qui se vide. La tête bourdonnante et les jambes incertaines. Le premier jour d'usine est terrifiant pour tout le monde. L'insulte et l'usure de la chaîne. Tous l'éprouvent avec violence. L'ouvrier et le paysan, l'intellectuel
et le manuel, l'immigré et le français. Des mois et des années là-dedans? Non. Plutôt la fuite, la misère, l'incertitude des petits boulots, n'importe quoi. Je ne trouve pas le sommeil. Dès que je ferme les yeux, je vois défiler la procession sinistre des carrosseries grises de 2 chevaux. La sonnerie du réveil. Déjà 6 heures. Je suis courbattu, aussi épuisé qu'hier soir. Qu'ai-je fait de ma nuit? Jamais ils voudront reconnaître la maladie professionnelle de l'État. Jamais. Et pourquoi ils font des prises de sang tous les mois? Et tu sais quoi? Moi, ils vont me changer de poste. Le jour où je commencerai à cracher des bouts. Gavier, il me suit ou merde? Allez, viens. Les escaliers. En progrès. Vérifions la garde des têtes. Allez, où sont ces caries? Bouffée de froid, bouffée de chaleur, une de salle qui me bat la violence. Un défilé de voitures colorées et brillantes. Un choc après la grisaille des tôles crues de l'atelier de soudure. Je saisis tout ça au bras de charge derrière le contremaître. Nous entrons dans une grande cage vitrée. Son bureau. Il attend là, hein? J'attends sans rien dire, sans bouger. Je suis un peu gêné de mon échec à l'état. Va lui montrer les vitres. Bon, t'as une espèce de poudre, comme du talc, pour éviter que le caoutchouc glisse. Viens voir. Putain, je vais te montrer. Allez. T'as un maillet. Il faut que tu vises correctement, le caoutchouc s'emboîte exactement. Le poste est au boni. Il faut que tu fasses au moins 320 vitres par jour, 32 vitres à l'heure. Ça va aller? Ah, vas-y. Sur 3 vitres, j'en rate 2. Un gaillard a quitté son poste et sans mot dire se met à gainer mes vitres. En 10 minutes, il en fait 6 ou 7. À la pause de 8h15, je le remercie. Oh, c'est rien. Ouais, c'est rien. 3 Yougoslaves occupent des postes successifs au montage des serrures complètes. Travail délicat. Petite vis à placer dans les coins. On travaille vite. On arrive à recomposer nos 3 postes en 2. L'un d'entre nous peut être libéré en permanence. Par roulement. Pour aller fumer tranquillement aux toilettes, faire la conversation au fil de la sellerie. Georges, c'est le chef de la communauté yougoslave de l'usine. Chez Citroën, on concentre. À Choisy, les Yougoslaves. À Javel, les Turcs. Ils arrivent par village entier, trimballant intacte leur hiérarchie féodale, vertigineux tourbillon de nations et de cultures que la misère
Et l'extension mondiale du capitalisme jette en miettes dans les multiples canaux de drainage de la force de travail. Camarades turcs, yougoslaves, algériens, marocains, espagnols, portugais, maliens. Je n'ai connu que des bribes de votre histoire. Qui pourra jamais raconter cette longue marche qui vous a happé vers ce travail? Les vampires, recruteurs de main-d'œuvre, les laquais des multinationales venus écumer la misère, les bureaucrates, les passeurs, les bateaux, les camions surchargés, l'école passée à l'aube frileuse et l'angoisse des frontières. Cantine, 45 minutes. Reprise. Alors, Oh bah non. il en est où? Non. Quoi? Non, bah il va pas y arriver. Ah, il a qu'à le mettre au siège, puisque Fernandez est toujours pas revenu. Ouais. Ah, c'est une idée. Ouais. Allez, viens. Bon. Alors, à la sellerie, ils sont 3. Une femme, 2 hommes, debout devant des chevalets. Faire un siège, c'est planter dans la toile 50 crochets, hein, 50 coups de pouce, pour faire au moins 75 sièges par jour. 3750 coups de pouce. Compris? Allez, au boulot. Bon, et vous aussi, au boulot. C'est pas mal, non? Je regarde, rêveur, les pouces couverts de bandages des 3 autres, qui opèrent avec une rapidité mécanique. La femme travaille à toute vitesse, en pantoufles. Elle ne parle à personne. En fin de journée, elle dépasse toujours les 90 sièges. Elle fonce, inaccessible, murée dans son acharnement à produire. Il paraît qu'elle est là depuis longtemps. Comment fait-elle, cette femme machine? Eh, si la folle continue comme ça, ils vont encore relever le poli. À cause d'elle, on est à 75. Avant, c'était 60 sièges par jour, et on était 5. Maintenant, c'est 75, on est plus de 4. Merde. Breton, maladif et tuberculeux. Il s'appelle Christian. Novembre. Les journées raccourcissent. Nous sortons le soir, il fait nuit. Nous reprenons à l'aube, il fait nuit. Oh, mais faut attendre le samedi pour voir le jour. Merde. Je me suis forgé une petite tactique individuelle. Un effort intensif le matin pour commencer, un rythme plus paisible avant le repas, et après pour digérer. Bon, encore 2 et je m'accorde une cigarette. Le jour est gris, hein, c'est froid. Je suis fatigué dès le matin. Je garde mes cœurs. Tous ces deux chevaux, tous ces objets qui dévorent Stéphane, Pavel, Christian ou la femme des sièges. Chef, malade. On l'a envoyé à l'infirmerie, chef. Il a failli tomber dans les pommes tout à l'heure. D'accord, je lui fais un bon. Pour moi, c'est fini pour le moment. Je quitte mon poste. Volupté de ne rien faire. Les premières minutes sont grisantes. Le médecin du travail, tout le monde ici le hait. On l'appelle le vétérinaire. Le médecin, c'est un salaud. On aurait donné de l'aspirine à un mort. T'es pas content, la porte est ouverte, hein? Oui, j'ai rien dit du tout. Comment t'as rien dit, ton mec? Bon, Tous les ouvriers savent que pour les médecins de Citroën, donner moins d'arrêt de travail, ça veut dire toucher plus de primes. Réexpédier FISA les malades à la chaîne. C'est aussi ça, le rendement.
Je rends le thermomètre. 40 degrés. Le fichu médecin me signe 3 jours d'arrêt. Je suis chez moi, au lit. Je songe avec violence à des choses douces. De la soie, la peau d'une femme parfumée, pour rejeter tout cela. La poussière, le caoutchouc, le métal. Je plonge dans une fantasmagorie de soleil et de mer, de brisures chaleureuses. Tout est prêt. Les carrosseries, les engrenages, les machines retiennent leur souffle pour l'explosion de 7 heures. Chacun connaît son poste, ses outils, les 50 cm carrés de son univers. Assis ou adossé, on se concentre pour savourer les 2 ou 3 minutes d'oisiveté qui nous restent. Allez, suis-moi. Voilà. Bon, ça veut dire que je change de poste. Allez, ça va. On partira. Sergent, hey, écoute comment tu écoutes. Tu vas décharger les balancelles, hein? Ici, c'est le terminus de la chaîne aérienne. Les caisses pannes des 2 chevaux arrivent directement ici, suspendues à des crochets spéciaux. Tiens, tu vois, c'est ça les balancelles. T'as une craie pour marquer les pièces défectueuses. Celles-là, elles partiront en retouche. Est-ce que t'as compris? Bien. Alors vas-y. Vas-y. Bonjour. C'est toi maintenant? Le manœuvre en charge des chariots est un Français, assez âgé. Je lui trouve une tête d'instituteur ou de professeur. Pas le temps d'engager la conversation. Il a déjà filé avec son chargement de capot. Décrochage des balancelles. Nouvelle routine. Jamais je n'avais autant perçu le sens du mot économie. Économie de gestes, de paroles. Cette mesure intime d'énergie que chacun porte en lui et que l'usine pompe. J'ai mes habitudes. Saluer les Yougoslaves et Christian qui viennent bavarder aux pauses ou en fin de journée. Simon et ses chariots l'air toujours inquiets. Un matin, il vient me voir à la pause. Il paraît bouleversé. Est-ce que tu peux me prêter 100 francs? Ma femme est malade, une pleurésie. On n'a plus un sou. C'est pour les médicaments. J'ai cette somme sur moi. Il est soulagé. Je lui demande pourquoi il est manœuvre et s'il ne peut obtenir de Citroën un emploi mieux payé. Écoute,
Ils ont déjà fermé les yeux pour me prendre, je peux pas me plaindre. Il faut que je me tienne un carreau, j'ai un casier. Casier judiciaire. Il me raconte l'affaire. Sa femme constamment malade. Les poumons, les frais de médecin, les médicaments, je ne pouvais plus payer le loyer. Huissier, saisie, expulsion, paf! On se retrouve à la rue avec ma femme. Dans la précipitation, on a laissé quelques affaires personnelles à l'intérieur, mais c'est l'hiver, faut les récupérer. Je brise les scellés sur la porte et je reprends mes bricoles. Pour ce crime, violation de domicile, on a traîné devant un tribunal. 3 ans de prison, avec sursis. 3 ans. Depuis, il travaille à casier. Vit dans une peur permanente, se contentant des emplois les plus mal payés. Il file doux, pourvu qu'on ferme les yeux. Les gardiens font des fouilles fréquentes à la sortie de l'usine. Et là, toi, oui, voilà, oui. Ouvre ta serviette, fais voir l'intérieur de ton blouson. Ah ben, ça m'a l'air bien gonflé, hein. Jamais on fouillera la voiture d'un cadre. Pourtant, tout le monde sait bien qu'il se sert. Pour eux, l'impunité est assurée, mais le pauvre type qu'on aura piqué à sortir un tournevis. Alors lui, il est sûr d'être licencié sur le champ. L'histoire de Simon m'a glacé. Il me raconte sa vie par bribes. Un jour, entre 2 chariots de portière, il me confie soudain sa déception de n'avoir pas eu d'enfant et son angoisse de la solitude s'il arrivait malheur à sa femme. Il fait semblant de filer doux, mais sa révolte est toujours là. Ah oui, ça putain, tu peux le dire, ouais. Il a des sournoiseries de gamin. Il s'exalte en me racontant, même 1968 a choisi Junot, l'agent de secteur AI, pendu en effigie à la grande porte, l'usine occupée et barricadée. Je rendais de petits services aux camarades du piquet de grève. Mais toujours en douce. Entre ces chariots, il rêve à haute voix de la Révolution. Et ses yeux pétillent pendant qu'il me parle. Mais dès qu'apparaît un chef, le rentre la tête. Et s'affaire à trimballer ses capots. Il y a, autour de la grande chaîne, une vie sociale touffue, qu'exacerbe la présence de nombreuses femmes en sellerie. Christian a toujours un avis sur chacune. À l'après-midi, à la pause, les Yougoslaves sont là aussi. Plus loin, une blonde très maquillée est en grande conversation avec Dupré, le chef d'équipe. Ah la salope, elle sort avec les chefs. Oh, pourquoi tu dis ça? Hé, c'est pas facile la vie pour une femme seule, hein? C'est les chefs qui profitent, pas elle. T'as raison, t'es qu'un petit con. Quelques jours plus tard, je sors de l'usine avec Christian et nous croisons la même femme dans la rue. Elle tient par la main un petit garçon. Elle marche droite, le dévorant du regard, tout à son orgueil de mère. Rien à voir avec la coquette que nous avons vue se mettre bien avec le chef. Tout ce qu'elle fait, c'est pour son gosse. Christian me lance un regard honteux. Plus jamais il n'a fait de réflexion sur les femmes de l'atelier. Nous sommes là, comme des imbéciles, à contrôler, retoucher, surveiller. Mais c'est nous qui sommes surveillés par ces surfaces grises, toujours identiques, sans parler des chefs. Toujours une voir s'agiter, les cols blancs ou les commerciaux, ausculter la matière ou les bases chimiques, se demander si c'est pas trop chaud ou trop froid, ouais. Pour la bagnole, bien sûr. On peut crever de soir, ou colonder dans les courants d'air. Ils sont
chauve du riz, sale, fripé. La couleur, c'est l'objet qui l'a cité. Et il n'y a pas si longtemps, il y avait un noir. Ah oui, Un grand, hein, costaud. Il parlait mal le français. Tout à coup, les chimie a duré. Il s'est jeté sur les bagnoles en brandissant son tournevis. Mais il a lâché les bonnes dizaines de capots, hein, avant qu'un troupeau de poules bleues le maîtrise. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ouais, qu'est-ce qu'il est devenu? Hey, ils lui ont mis l'amplitude directement, ils lui ont mis directement. À la Gilles, ils l'ont gardé pendant 3 semaines. Et puis ils l'ont renvoyé chez lui en disant c'est pas grave, dépression nerveuse. Alors, Citroën l'a repris. Au Bonnie, juste à côté de son ancien poste. Je sais pas s'ils l'ont fait à la Gilles. Il était bizarre, il parlait plus. Il est cyclable, les yeux vagues, sans dire un mot. Presque sans bouger. Tu vois là, il m'oublie comme une pierre. Et un jour, on l'a plus vu. Je sais pas ce qu'il est devenu. Hernandez, vous êtes revenu. Dans mon bureau, tout de suite. Décembre. Au bas de Seine. Qu'ai-je fait d'autre en 4 mois que des 2 chevaux? Je ne suis pas rentré chez Citroën pour fabriquer des voitures, mais pour faire du travail d'organisation dans la classe ouvrière, pour contribuer à la résistance, aux luttes, à la révolution. Dans nos débats d'étudiants, je me suis toujours opposé à ceux qui concevaient l'établissement comme une expérience de réforme individuelle. Pour moi, l'embauche d'intellectuels n'a de sens que politique. L'usine est immense. 1200 personnes. On ne connaît pas tout le monde. Chacun ici est un cas. Chacun son histoire. Chacun rumine sa tactique et tâtonne à sa manière, à la recherche de l'issue. Qui peut imaginer qu'il fera une carrière d'OS? On rêve de rentrer chez soi et d'ouvrir un petit commerce. Beaucoup s'acharnent au tiercé. D'autres font des coups dehors, et du trafic, et le boulot au noir, du samedi et dimanche. Là, après la semaine de chaîne, on a toutes les chances de laisser sa peau. Christian, le breton tuberculeux, est toujours à la sellerie. Exaspéré par le déroulement stupide des jours. 9h15 de coups de pouce, caoutchouc, siège. Par-dessus le marché, il se débat dans un sac de nœuds avec sa petite amie. La famille voit d'un mauvais œil que la fille fréquente un ouvrier. J'habite un foyer Citroën. Une discipline de caserne, on n'a pas d'endroit où se voir. Maintenant, ils ont trouvé une petite chambre de bonne. Ouais. Christian nous raconte ses week-ends. Bah, comme on n'a pas d'argent, on reste au lit toute la journée, à tricoter, côte à côte. Sûrement, si l'occasion se présente, Christian fera quelque chose. Je lui ai parlé de la Chine, du Vietnam. Pas mal ton bouquin. Et tout de suite, il a changé de sujet. Sadoc m'invite souvent à la shop, le café d'à côté. Tu prends un demi? Presque toujours, il reste silencieux devant sa bière. Il sourit, content d'avoir un peu de compagnie. Des bribes d'indications qu'il me donne, je comprends qu'il n'a pas de racines, même en Algérie. Tu sais, la guerre, elle a tout rasé. Personne qui m'écrit. Il n'y a plus de personne pour moi là-bas. Un jour, il est venu me voir très ennuyé. Son logeur l'avait mis à la porte. Il ne savait pas où dormir. Il avait peur d'être ramassé par la police. Je l'ai hébergé le temps qu'il retrouve une place dans un foyer. La peur fait partie de l'usine. Elle a le visage de tout cet appareil de répression qui nous entoure. Gardien, chef d'équipe, contremaître, l'agent de secteur aussi. Le nôtre, Junot,
est un ancien militaire à la retraite. Si on nous appelle au bureau, on a toujours un petit pincement au cœur. Pourtant, la peur, c'est plus encore que ça. L'encadrement officiel de Citroën n'est que la fraction émergée du système de flicage de la boîte. La peur suave de l'usine, c'est la dictature des possédants par la toute-puissance des objets. Quand on marche tout seul et que le vacarme cumulé se répercute en gamme dans son tête, nous nous souvenons que nous sommes des hommes. Fragilité du régime. J'ai pris ma carte de la CGT. Ah non. Mais de ce côté, c'est bien calme. La section syndicale gère le comité d'établissement. Cantine, colonie de vacances, œuvre sociale, et y absorbe l'essentiel de ses forces. Non mais ça arrive qu'un tract circule pour dénoncer le sabotage du CE par le patronat. Ah, et un jour-là, quelques gars rentrent au vestiaire 1 heure avant les autres, mais les chefs les font aussitôt remplacer, la production continue, comme si de rien n'était. Hein. Pour la plupart des ouvriers, le syndicat fait partie des institutions de l'usine. Au début du mois de janvier, je suis allé à la réunion annuelle de reprise des cartes. Il y avait 15 personnes autour d'un apéritif. Pourtant, la résistance est là. Je la devine enfouie dans les collectivités nationales immigrées, murmurée en arabe, en serbo-croate, en portugais, dissimulée sous une feinte résignation. Ou, plus modestement, elle s'incarne dans la simplicité d'un geste d'entraide. Des attitudes aussi. Se tenir droit, veiller à son allure. À cet égard, le vestiaire me fascine. Tous les soirs, une métamorphose collective spectaculaire s'y produit. On veut sortir propre, mieux, élégant. Plus encore que dans l'analyse politique, c'est là, dans ces infimes manifestations de résistance, que je trouve mes vraies raisons d'espérer. Attends! Il finira bien par se passer quelque chose. Et ce quelque chose se produisit enfin. Attendez les tracts, les gars qui ont attaqué la Javel, là, quand les gars de la CFT. Au mois de janvier, ma rencontre avec Primo d'abord. Puis une provocation de Citroën en forme de note de service. Je fais la connaissance de Primo à l'occasion d'une distribution de tracts avec Georges. Il fait encore nuit. Les ouvriers qui entrent prennent le tract et le glissent dans leur poche sans s'arrêter. Seul un ouvrier, droit dans son manteau, fait halte. C'est vrai ce qu'ils disent là-dedans. Hein. Ah, on va quand même pas se laisser taper dessus par ces salauds sans jamais rien faire, hein. Bravo, camarades, vous avez raison. Vous n'avez pas peur, c'est bien. C'est bien. Il nous serre la main, comme s'il s'était agi de la signature d'un traité. Ce n'est pas un geste léger. Depuis quelque temps, les hommes de la CFT provoquent régulièrement des bagarres et essaient de terroriser les ouvriers qui prennent les tracts. À Javel, il y a déjà eu des blessés sérieux. Manifester sa solidarité comme vient de le faire le petit homme en manteau, c'est courageux. Allez, il faut que j'y aille. Salut les gars. Hein. Et tenez bon. Maintenant, je vois souvent Primo. Il travaille à l'atelier de peinture, au 84. Vapeur nocive, poumons attaqués, benzolisme et maladie de sang. Mais aussi l'atelier le plus combatif. Primo est sicilien. Il parle très bien le français. Les responsabilités se sont abattues sur lui très tôt. Aîné d'une famille nombreuse paysanne, les mauvaises récoltes et le chômage du Mezzogiorno l'ont décidé à émigrer. Tout l'intéresse. Primo a une connaissance précise du système Citroën.
Jamais il ne dit nous, les métallos, parce qu'il parle sans emphase. Mais quelque chose dans sa façon d'être l'exprime en permanence. Les métallos de Citroën, ceux de Fiat, ceux de Ford, ils font les mêmes gestes. Ils sont pris dans les mêmes engrenages. Primo ne s'empêtre pas d'abstraction. Le sort a fait de lui un ouvrier Citroën, et c'est ici que ça se passe. Syndiqué de base, il n'a d'autre responsabilité que l'idée qu'il se fait de la dignité d'ouvrier. Vers le 15 janvier, une brève note de service de la direction, affichée dans tous les ateliers, nous avertit que dans un mois, la récupération reprendra. Récupération. Moi-même, retour de bâton de 1968. Pendant les grèves de la mi-juin, les ouvriers avaient obtenu quelques modiques avances. Nous, on l'avait pris comme un paiement des jours de grève. Mais Citroën ne l'entendait pas comme ça. À compter du lundi 17 février 1969, l'horaire de travail sera porté à 10 heures. La fin de journée étant fixée à 17h45. L'embauche est fixée à 7 heures et la durée du repas du midi à 45 minutes. Attendez les gars, ouais. La moitié des 45 minutes de travail supplémentaires par jour sera retenue à titre de remboursement des avances consenties au personnel au mois de mai et juin 1968. On lit et on relit, comme s'il y avait une clause secrète. C'est pourtant pas difficile à comprendre, merde. On va travailler à nouveau 10 heures par jour, parce que ça les arrange. Et là-dessus, 20 minutes gratos. Ah, ça vous plaît pas? La porte est ouverte. Primo, ulcéré, avait aussitôt couru voir le délégué auquel il faisait le plus confiance, pour le Klassmann, pour lui demander comment la CGT avait l'intention de réagir. Klatzmann est discret et dévoué, mais submergé. Il conçoit plus sa tâche comme une série d'interventions au coup par coup que comme un travail d'agitation. Il a promis de poser la question à la prochaine réunion CGT. Il revient 2 jours plus tard. Moi, je suis embarrassé. Après consultation des bureaux CGT des autres usines Citroën, il est apparu que le rapport de force ne permet pas d'engager une action. À l'automne 68, des militants avaient débrayé sans être suivis. On ne peut pas se permettre de recommencer, ça découragerait la base. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça va pas? Non, je suis furieux de revenir à 10 heures par jour. Je retrouve Primo au bistrot. Faut s'organiser sans le syndicat. Le jour venu, il faut faire grève. Je suis d'accord. Je me chargerai avec l'aide de mes camarades de l'extérieur de tirer et de diffuser les tracts. Et puis, j'explique à Primo ma situation personnelle. Le fait que je sois établi. Il n'est pas surpris. Ça peut aider les ouvriers à voir plus large. Hein. Ça peut ramener les étudiants révolutionnaires un peu plus sur terre. Tiens, tu vois toi aussi, il y a des enfants de bourgeois pour choisir l'autre camp. On fait un compte rapide de tous ceux que nous pourrons contacter. Reste à fixer une date de réunion. Vendredi, c'est bien, on termine plus tôt. Préparez la réunion. Je m'y mets aussitôt. Profitant des pauses, de la cantine, du vestiaire, au café, souvent. Par la même occasion, j'entreprends d'expliquer mon établissement à tous ceux que je pense connaître suffisamment. Si nous devons agir ensemble, le dissimuler serait malhonnête. J'en ai parlé à Sadoc. Je lui ai dit que j'avais fini mes études pour être professeur. Alors tu pourrais vraiment être professeur ou travailler dans les plombs. Hein. C'est fou. Tu es complètement malade, toi, hein. Il est marbout, lui. Hein. Les Yougoslaves, eux, enregistrent sans faire le moindre commentaire, comme la plupart des autres. Ah bon? Vous êtes beaucoup comme ça. Pourquoi on en parlerait plus que ça? À l'extérieur, ça paraît spectaculaire. Les journaux en font tout un plat. Ici, ce n'est pas grand-chose. Ouais. Les bourgeois s'imaginent toujours avoir le monopole des itinéraires personnels. Ils ont le monopole de la parole publique, c'est tout.
On dit la personne qui travaille à la soudure, voilà, c'est tout. Je ne suis ni l'ouvrier ni l'établi. Je suis la personne qui travaille au balancelle. La seule vraie différence avec mes camarades, c'est que moi, je pourrais toujours reprendre mon statut d'intellectuel. Je me fais la promesse de rester à l'usine aussi longtemps que l'on ne m'en chassera pas. Vendredi 4h30. Nous sommes une vingtaine réunis au Café des Sports. Georges et 5 autres Yougoslaves sont là. Simon est là aussi. Sadok est arrivé en retard. Mouloud n'est pas là. Il m'a dit qu'il ne viendrait pas, mais qu'il était d'accord avec nous. Peut-être plus tard. La réunion sera brève. Organiser le refus de la récupération par la grève et débrayer tous les jours à 17h à partir du 17 février. Bon, la première chose à faire, il faut contacter le plus de monde possible. Et pour ça, il faut rédiger un tract. Je suis d'accord, mais je vois pas comment on peut y arriver. On connaît la situation. Moi, je peux regrouper pas mal de Yougoslaves. On s'arrêtera le 17 février à 17h. Non, mais avec le stock en réserve, l'usine peut encore tourner. Ça ne bloquera pas la grande chaîne. Alors, chez l'atelier 85, ça arrive. C'est validé. Et ici, il y a des gens du 85 Ah non, personne Sur qui on peut compter exactement alors mais va les chercher, là. Si, toi, tu les connais. Une vingtaine de gars sur 1200, bien sûr que c'est peu. Mais l'usine, c'est un monstre, arrêtez. Non mais Georges a raison. Une vraie grève, c'est bloquer la production. Sinon, on sera écrasé. Et ce putain de système Citroën en sortira renforcé. Il faut construire la grève patiemment. Hein? C'est la guerre des classes, camarades. Au niveau lampiste. Et si un groupe allait couper le courant au début de notre chaîne à 5h pile? Mais ça fera 6 ou 7 personnes licenciées sur le champ. On n'est même pas sûr d'arrêter la production. Il faut que ça bloque toute l'usine. Sur la grande chaîne, il y a des Algériens, des Tunisiens, des Yougoslaves, des Espagnols, des Maliens, des camarades d'autres pays encore. Hein. Alors, il faut faire un bon tract. Et il faut le traduire. D'accord. 1000 exemplaires en français distribués à la grande porte, plus une centaine dans chaque langue. Si on fait ça, ça marche, c'est sûr. Maintenant, rédigez le texte. Allez. Pourquoi nous refusons la récupération? On peut parler de la fatigue des journées de 10 heures. On peut parler aussi des locaux insalubres. Et du racisme des chefs. Ça, il faut le dire. Si les patrons vont nous faire travailler à nouveau 10 heures par jour avec 20 minutes gratuites, c'est pour nous humilier. Et qu'est-ce qu'on est, nous, hein? Des chiens? Des ci, des ça, ferme ta gueule. Non. C'est une question d'honneur. Il n'y a qu'à dire ça. Question d'honneur. Je rédige ce que Primo vient de dire d'un trait. On change 2-3 mots. Tout le monde approuve? Il faut une signature. On met le comité de base de Citroën choisi. Ça, c'est bien. La prochaine réunion aura lieu vendredi. Vendredi prochain. Pour faire le point. Ok. Voilà. Ici. Il fait très froid. De l'autre côté, l'usine n'est plus qu'une masse sombre, inerte jusqu'à lundi. On reste immobile un moment, brusquement vidé. La lutte qui commence ici et maintenant, tant d'espoir, ça saoule. Oh, alors, c'est spaghetti. On va les faire, oui. Allez, andiamo. En mangeant, nous organisons notre grève. Les balancelles sont un poste stratégique. D'ici partent les éléments de carrosserie que Simon répartit le long de la grande chaîne. Désormais, les tracts prennent le même chemin. Simon, ravi, les enfouit sous sa veste avec des gestes conspirateurs. Les tracts font forte impression. Un camarade l'a lu en arabe et puis il est venu me serrer la main. Il s'arrêtera à 5h, promis. Nous affichons partout. Les chiottes sont un endroit de choix. À la deuxième réunion du comité de base, nous sommes une trentaine. Je garde de cette période le souvenir d'un fonctionnement naturel, presque paisible. Cette fois, les humiliations de la vie quotidienne ne se perdent pas dans un puits sans fond. Ah non. Les chefs peuvent nous insulter,
secret. Chaque fois qu'il alourdit d'une nouvelle injustice, on se dit rendez-vous le 17 février. On a élargi notre horizon commun. Le matin, à la pause, on s'installe sur la 3e marche de l'escalier qui monte à l'atelier de peinture. Au milieu des taches de graisse et des sandwichs, c'est les petits meetings politiques à 6 ou 7. Faut attaquer les casernes pour prendre des armes. Dans ces cas-là, ce ne sont jamais les armes qui manquent. C'est le courage de s'en servir. Les armes, on en trouve toujours. Est-ce que ça va marcher? Les putains en sueur. Et c'est pas la fatigue. Ah non, ça, oui, non, on a visité. On a visité. On a Quelques instants, ça y est, ça y est. 17h. J'arrête les balancelles et j'enlève mes gants, lentement, pour faire voir autour de moi que je débraye. Simon s'est immobilisé aussi. Le vaca, on dirait qu'il a diminué. Georges pose les OD. Stéphane et Pavel remballe. Moi, j'écoute la grande chaîne. Elle fait de moins en moins de bruit. Encore quelques coups de vrille, le marteau isolé et le silence. Il est 5h01. L'atelier de la grande chaîne est arrêté. Mais tout n'est pas joué. Quelques dizaines d'ouvriers ont quitté Georges et Léo Christian aussi qui rapporte à toute vitesse. On est Mouloud. Et moi, je suis formé en petit cortège de 5 têtes de billets. Tournons vers la grande chaîne, de poste en poste, convaincre les camarades de débrouiller, de d'aller au vestiaire. Tu vois là, c'est bloqué partout, gros. Laisse-moi tomber tes camarades qui débraient. Il faut aller en transfert. Essayez de faire les tirs au sort. Oh, il faut de l'échelle. Laissez travailler les gens. C'est une entrave à la liberté du travail. Je relève les noms. Nous sommes décidés à ne pas nous battre. On sait que c'est ce qu'ils cherchent. Un coup, une empoignade, et ce sera le licenciement immédiat. Vous n'avez pas le droit. C'est une vraie manifestation de quelques 200 ouvriers qui parcourent l'usine, immobilisés. Les machines se sont tues. Toute l'usine s'est arrêtée, pile à l'heure pour distribuer les tracts. Tous les ateliers sont arrêtés. Il y a plus de 400 grévistes. Pas une voiture n'est sortie après 5 heures. Maintenant, il faut tenir. Nous rédigeons un tract. Le nombre de grévistes, un nouvel appel à la grève. À nouveau, les traductions, la Ronéo. Tout est prêt. Tard dans la nuit. Pas le sommeil. De brefs assoupissements, déchirés de vision. Les bidonvilles déferlent sur Neuilly. Une grande liesse de prolétaires sur les Champs-Élysées. La vieille société tétanisée voit, incrédule, se répandre une joie inédite, incompréhensible. Nous organiserons notre travail. Nous produirons d'autres objets. Nous serons tous savants et soudeurs. Écrivons
écrivains et laboureurs. Nous dissiperons l'abrutissement et la routine. Sadoc et Simon n'auront plus peur. Mardi 18 février. L'usine est conçue pour produire des objets et broyer des hommes. Mardi matin, à la première heure, la machine anti-grève de Citroën s'est mise en marche. Hier, les chefs nous ont fait le coup du mépris. Aujourd'hui, changement de tactique. Ils sont présents. L'usine entière résonne de leur coup de gueule. Gravier va parler au gardien. Va vers la pointeuse, reviens avec une liasse de fiches. Chacun se demande est-ce ma fiche qu'il a sous les yeux en ce moment. Il fait son travail, c'est tout. Casser la grève, c'est son boulot. À la cantine, Primo pense que les peintres tiendront. Au 86, ils sont moins optimistes. Tout est urgent. On va faire dans l'heure qui suit. Les transports en retard depuis 15 jours. Un trafic déchaîné de Fenwick. Pas moyen de faire 20 mètres dans l'atelier sans risquer l'accident. Émietté, éclaté en gestes indéfiniment répétés, notre travail peut être un supplice. Nous l'oublions parfois. Dans la relative torpeur et la régularité de l'atelier, nous ouvre le fragile refuge de l'habitude. Mais eux, les chefs, ne l'oubliez pas. Le nouveau service, la fatigue multipliée par l'énervement. Prenons de plein fouet ce travail d'Ouest pour ce qu'il est. Insupportable. Ah, vous refusez de travailler 3/4 d'heure de plus. Très bien. Nous allons vous montrer que vous restez en notre pouvoir. Vous êtes patient. Nous le sommes encore plus. Sous-entendu, nous avons les moyens de vous contraindre au départ. Le système a une logique rigoureuse. Le travail est épuisant, et la grève l'est encore plus. Il faut faire attention. La surveillance, elle est forte. On a refait le pointage. Il y a des défections, mais ça a l'air de tenir. Certains non-grévistes d'hier ont annoncé qu'ils se joindraient à nous ce soir. Mardi après-midi, dès la reprise, une nouvelle entrée en scène. Les interprètes. Ah, on peut en engraisser des gens avec la plus-value des ouvriers à la chaîne. Les interprètes Citroën, la langue bien pendue, les bourgeois marocains, yougoslaves, espagnols, la qui quadrille tout, carte de séjour, contrat, travail, tout passe par eux. Pour les immigrés qui parlent pas ou mal le français, les interprètes maison constituent un passage obligé vers la société officielle. Avec ses formulaires, ses bureaux, ses règles mystérieuses. Monsieur l'interprète, va t'arranger ça. Monsieur l'interprète est ton ami. Aujourd'hui, ils montrent leur vrai visage. Ils sont dans tous les ateliers, ils parlent aux grévistes. Dans toutes les langues, le même petit discours. Écoute, Mohamed, mais hier tu as fait une bêtise, hein? Bon, pour une fois, on va passer l'éponge, hein? Mais si tu recommences, oh, tu vas avoir de gros pépins, hein? Plus la peine de venir me voir pour un papier ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Si tu débrailles à 5 heures, je te connais plus. Terrible menace. Sans interprète, certains se retrouveraient dans la nuit. Mais tout le monde sait que ça existe. Menaces, chantage, routier.
C'est comme ça qu'on produit des voitures. En écrasant la matière humaine. Bientôt 5 heures. À l'approche de l'échéance, la tension se fait plus dure. Et puis ça va très vite. 5 heures. Départ vers les vestiaires. Immobilisation des chaînes. En quelques instants, l'atelier s'est vidé d'un tiers. Les restants ne peuvent pas reprendre. Trop de trous à combler. À nouveau, le café des sports. Faire le point. Tous, nous avons ressenti la différence de ce débrayage en silence. Hier, c'était l'explosion de joie. Et aujourd'hui, chacun des grévistes a quitté son poste sans amour. Les visages étaient rares. Toute la journée, on s'est sortis au pied, hein? On a dû s'afficher au chiottes pour discuter. Bon les gars, 300 grévistes, 100 de moins qu'hier, d'accord. Mais franchement, c'est bien, avec tout le travail que ça À part choisi, il se passe rien dans les usines Citroën de la région parisienne. On est isolés. Ah oui, la CGT a distribué son tract contre la récupération la semaine dernière. Hein? Depuis, on les a pas vus. Il faut faire un tract pour les agents de maîtrise. Mais non, Ne pas ajouter la grève. Et tous ces types sont à la CFT. C'est eux le président de grève officiel, mais qu'est-ce que tu dis On s'adressera à l'ensemble des cadres, aux chefs d'équipe. On leur dira, votre travail ne devrait pas être un travail d'intimidation. Pour vous aussi, c'est une question de dignité. Et le droit de grève existe. Rédaction laborieuse. La réunion a été longue. On trouve plus nos mots. Et déjà, le matin brusque, devant l'usine, 6h45, nous distribuons nos tracts. Ça arrive d'un coup. 4 types, ils se foutent de camp. Et vous voulez votre travail là. C'est du chef. Du mec de la CFT. Qui vient blessé. Un camarade plus de sang. Faites pas de ouvriers. Vous êtes des flics à la sorte du dragon. Dans la journée, Juno repart à l'attaque. Commence un manège qui m'intrigue. Un régleur remplace le malien des châssis et l'envoie au bureau. Le malien passe devant moi et entre dans la cage vitrée. 2-3 minutes après, je le vois ressortir comme assommé et regagner sa place. Le régleur relève ensuite un Portugais. Le gars fait une sale tête en sortant. Puis c'est au tour de Stéphane. Un autre gars, un autre encore. C'est la convocation individuelle des grévistes. À tous, Juno a tenu le même discours. Quitter son poste à 5 heures du soir, c'est illégal. C'est une rupture du contrat de travail. Savez-vous ce que ça veut dire au moins en français, contrat de travail et contrat de travail? On n'est pas dans un pays de sauvages. Ici, il y a des lois. Dans des cas pareils, la direction a le droit de licencier sans préavis. Et à ceux qui sont logés en foyer Citroën, il est rappelé que c'est une montée à laquelle la direction a le droit de mettre un terme immédiatement. La France vous accueille, mais il faut respecter les lois. Seuls les immigrés sont appelés. De toute façon, c'est l'écrasante majorité. Et dans la bouche de l'agent de secteur, le vouvoiement même porte une menace implicite. Faites attention, monsieur Benhamoud. Dans ce monsieur, aucun respect. Toute son attitude nous traite de sales pognoules en permanence. L'après-midi, Juno continue. Sa méthode est simple et efficace. Il faut que chaque gréviste se sente individuellement repéré. Quand commence à l'approche de 5 heures, les dernières minutes d'attente, il est impossible de savoir ce qui se passera. Et s'il y avait un sursaut général, encore plus de grévistes que le premier jour. 5
5 heures. Les contremaîtres à nouveau postés près des portes, menaçants. Le débrayage. L'atelier se vide en partie. Assez pour arrêter les chaînes. Un peu moins massif qu'hier. On fait les comptes. Nous aurons raboté 50 camarades. La semaine est presque finie. Tenir bon. Nous insistons sur l'illégalité des menaces de Junot. Nous glissons comme des somnambules vers l'aube du jeudi. Le visage creusé de Christian m'effraie. Et repose-toi, on va s'occuper de la distribution. Oh. Jeudi matin, Georges arrive sans s'être rasé. Il me semble que le manteau de Primo est froissé. Maintenant ça. Cette semaine qui dure depuis toujours. Quand finira-t-elle? Demain, c'est vendredi. Sortie à 16h15 pour tout le monde. La direction ne fait pas récupérer ce jour-là. Vendredi 21 février, nous nous souvenons de l'exécution par les nazis du groupe Manoukian, ouvriers et immigrés résistants, ceux de l'affiche rouge, indomptables, abattus le 21 février 1944. Je suis content que ce 21 février ne nous trouve pas dans la défaite. Samedi, dormir. Nouvelle réunion dimanche. De l'avis général, il sera impossible de bloquer la chaîne une semaine de plus. Mais putain! On va continuer! Question de l'heure! Le soir même, nous rendons visite chez eux, aux grévistes que nous connaissons. Et par groupe de 2, une tournée des foyers, quand on nous laisse entrer. Lundi, malgré les efforts de la veille, malgré les tracts distribués, le nombre de grévistes a chuté de moitié. La direction a comblé les trous de la chaîne et a assuré la production jusqu'à la fin de la journée, grâce à des fumiers de régleurs. Mardi 25 février, 7h moins 5. Je marche à pas rapide vers les balancelles. Sous ma veste, le paquet de tracts que je donnerai dans quelques instants à Simon. Mon poste, Gravier m'y attend. Tu es muté à l'annexe rue Nationale. Tu dois y être à 7h30. Prends ton vestiaire, tu ne reviendras pas ici. Je commence à m'éloigner en hésitant. Je lance un regard impuissant à Simon. Impossible de lui passer les tracts. J'enrage de les avoir là, sous ma veste. Tas de papier désormais inutile. Vestiaire. À la porte de l'usine, je montre mon bon de sortie au gardien. Il me fait signe de dégager d'une main molle. Un bref trajet. Le dépôt de pièces détachées Panhard, administrativement rattaché à Citroën Choisy, croupi dans un vieil entrepôt. Ici, 11 personnes, dont un chef d'équipe et un vieux gardien à moitié sourd. Pendant que je me hâtais ce matin, mon cas avait déjà été réglé là-haut, dans les bureaux, et je ne le savais pas. Pratique courante de reléguer les gêneurs ou les militants syndicalistes trop encombrants. Le patronat est le seul maître de l'organisation du travail. Si la direction décide que vous êtes indispensable à la surveillance d'un KGB à un bon kilomètre de l'atelier où vous étiez implanté, vous n'avez qu'à obtempérer ou dégager. Ça, je le savais. Mais c'est un choc quand même. Tout me manque. Les allers-retours de Simon poussant ses chariots, les petits gestes d'amitié des Yougoslaves, les emportements de Christian, l'accent de Mouloud, les petits meetings de la 3e marche, tout.
Albert n'avait plus qu'une occupation vraiment importante au dépôt. Compter les jours qui le séparaient de la retraite. Il rêvait à haute voix d'un avenir idyllique, de pavillon de banlieue, de géranium et de matins silencieux. Il passait son temps à me démontrer avec force calcul l'opération ingénieuse de cumul de congés payés et de gratifications exceptionnelles qui allait lui permettre de partir à la retraite à 64 ans et 6 mois seulement. En 33 ans chez Citroën, jamais un arrêt maladie. Ouais. Plus que de moi à faire. Je vois le coup. Son autre sujet d'enthousiasme était la réussite sociale du fiston, devenu agent de police. Et tu comprends, ouais. Il touche jamais rien de ses mains. Il travaille en gants blancs. Tout me séparait d'Albert. Et pourtant, j'avais l'impression de le comprendre. Quelques mois plus tard, après tout ça, je rencontre par hasard quelqu'un qui travaille au dépôt. Et le vieil Albert, il a pris sa retraite? T'es pas au courant? Oui, il est parti à la retraite, oui. Et un mois après, il est mort. Crise cardiaque. Image fugitive. Un vieil oiseau qui a toujours vécu en cage. Le corps d'Albert avait été programmé pour 65 ans de vie par tous ceux qui l'avaient utilisé. 33 ans dans la machine Citroën. A choisi, les nouvelles étaient mauvaises. C'est d'abord la poursuite du laminage de la grève, et puis tellement de notre comité de base. Ah oui, Simon, Mouloud, Sadok et une partie des Maliens ont décidé d'abandonner à la fin de la deuxième semaine et de se plier aux horaires. Ah bah, la grève proprement dite en tant que action collective était terminée. Ceux qui ont persisté ne faisaient que tenir un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes. Primo, j'étais juré de pas plier. Ah, pareil pour moi, Stéphane, Pavel, Christian et quelques autres. Oui, sauf que brusquement, au début du mois de mars, la direction a déclenché une persécution sévère des ouvriers les plus actifs de l'ex-comité de base. Tombèrent successivement Christian, Georges, Stéphane, Pavel et même Primo. Ah non, lui ça a été le plus dur. Laminage, changement de poste à répétition. Puis un jour, il lui a envoyé un gars de la CFT qui l'a traité de sale, rital, paresseux. Le bilan, un coup de poing et un licenciement mais immédiat. Citroën a même engagé des poursuites pour coups et blessures. Peu après, il avait trouvé à s'embaucher dans une entreprise d'instruments de précision, Place d'Italie. Une petite boîte, 20 ouvriers. Nous prîmes l'habitude de nous rencontrer tous les vendredis dans une brasserie du coin. Il arrivait, ponctuel, raide, dans son manteau noir. Tu sais, notre grève, c'est pas un échec. Non, c'est pas un échec parce que nous sommes tous contents de l'avoir fait. Même ceux qui ont été forcés de partir. La direction a pris ça comme un avertissement. On s'en souviendra longtemps. Il y en aura d'autres. Ah, tu verras. Primo avait raison. Rien ne s'oublie dans la mémoire indéfiniment brassée de la classe ouvrière. D'autres grèves, d'autres comités s'inspireront des luttes passées. Primo avait raison. Mais au moment où il me parlait, je ne le savais pas encore. Tout occupé à ruminer le rétablissement de l'ordre Citroën.
secteur Junot me met à la disposition du contremaître Gravier, qui me met sous les ordres du régleur d'Anglois. C'est moi. Suis-moi. Attends là. Non mais mets-toi là. Hein? Je suis affecté au transport des caisses, dans la cour de l'usine. En fait, je remplace à moi tout seul un tronçon entier de la chaîne. Mon nouveau poste s'intercale entre l'emboutissage et la soudure. À l'arrivée, tu entasses les chariots, débarrassés de leur chargement, pour les ramener à leur point de départ. 5 par 5. 30 fois 5 chariots de fer au retour. Compris? Après la casse du comité de base, l'exil, maintenant les travaux forcés. Allez plus vite, hein. Reste-toi. Non. Il n'y en a pas. De toute façon, il est là pour en chier. Quant au contremaître Gravier, il s'amuse à venir me chronométrer. Alors, vous en êtes où? 4 caisses d'avance? Non mais, ça va pas mon vieux là, hein? Allez, lunaire mon vieux, lunaire. Il s'est mis à me vouvoyer depuis qu'il sait que je suis universitaire et non ouvrier. Citroën met donc le paquet pour me faire prendre mon compte. Mais le résultat est inverse. Ma haine contre d'Anglois, Gravier et ceux qui donnent les ordres, je la ressens comme un sentiment d'appartenance, un sentiment de classe. Hein, quoi? Oh, je m'énerve. Essayez donc d'oublier la lutte des classes quand vous êtes ouvrier. Le patron, lui, ne l'oublie pas. Allez, allez. Je n'ai connu Ali qu'un seul jour. Une bouffée d'air du grand large. La vision soudaine de masse tellement plus lointaine. Et la découverte de quelque chose de fraternel. Ce matin-là, dès mon arrivée, d'Anglois m'emmène dans un vaste bâtiment, à l'extrémité de la cour. Un homme est là, debout. Il te passera des caisses à chaque fois qu'il aura tout dans la production. Tu. 8h15, pause de 10 minutes. Je m'appelle Ali. Je suis fils de Malabo. Mon père est Malabo. C'est un homme important, un grand religieux. J'ai beaucoup étudié l'arabe. Ce sont les Arabes qui ont inventé les mathématiques. Tu le sais, ils ont inventé beaucoup de choses. Ému, je commence une réponse un peu solennelle. Cherchant mes mots pour dire que j'ai un grand respect pour la culture arabe. Et d'un coup, il me semble que je nous vois de loin, seuls, dans ce bâtiment vaste et vide. Nos cultures lointaines, nous qui sommes maintenant si proches. Vous attendez quoi, les deux là? Au boulot! Allez! Oh. Il me traite mal parce que je sors à 17h. Ali faisait donc partie de la poignée d'irréductibles qui s'obstinaient à refuser la récupération. Il avait dû lire notre tract dans sa version arabe et avait pris sa décision sans consulter personne. Tout à coup, Ali se met à me parler de sa vie. Village très pauvre au sud du Maroc. Famille nombreuse. Frères et sœurs morts en bas âge. L'occupation française. Un souvenir, surtout. Il revient en force. Dans mon village, il y avait un capitaine français. Il avait un grand chien noir. Toutes les semaines, une famille devait s'occuper du chien noir. Lui donner à manger avec la viande et tout. Tout le monde avait peur de la semaine du chien noir. Parce que quand on donnait à manger à la bête, il n'y avait plus rien à manger pour personne.
Nous, les enfants, on avait faim de 3 semaines. Ses yeux se brouillent. Je ne sais pas quoi dire. Notre conversation reprend, avec des moments de communication et d'autres d'étrangeté. Non, merci. Moi, pas de porc. Jamais. C'est juif. Comment ça, c'est juif? Juif, c'est un peuple, une religion. Non, juif, ça veut dire c'est pas bien. Tu vois, si on veut les autres, ça veut dire c'est pas comme il faut. Attends, il y a une langue juive. Une langue juive. Mais non. Mais si, l'hébreu. Mais non. Écrire juif. C'est écrire l'arabe, mais en l'envers. Tu vois, c'est la même chose, mais de l'autre côté, c'est tout. Écoute, je sais ce que je dis, je suis juif moi-même. Toi, t'es juif? Ouais. Mais tu peux pas être juif. Parce que toi, t'es même. Et juif, ça veut dire pas bien. Gouffre de 2 langues, de 2 univers. Nous n'aurions jamais dû nous rencontrer. Et le hasard nous avait mis face à face. Le hasard, pas tout à fait. La grève et ses suites, plus ou moins directes. Et j'avais en même temps le sentiment d'être très proche d'Ali. Un frère obscur. Un instant surgit de la nuit. Elle allait le happer de nouveau. Qui ça? Le Marocain, avec son tatouage bleu sur le front, là. Celui qui parle presque jamais, qui sort encore à 5 heures. Attendez voir. Je crois que je l'ai vu trimballer des bacs, oui. À la peinture. Finalement, j'ai appris qu'on avait stabilisé à l'usine de Javel, au nettoyage des chiottes. Les travaux forcés ont duré près de 4 mois. Harcelé par Dangois, épisodiquement nargué par Gravier, j'étais persuadé qu'ils me laisseraient là jusqu'à la fermeture du mois d'août. Ils ont décidé de me déplacer. Retour à l'atelier de soudure. Il fait une chaleur étouffante. Me voici donc adjoint au pontonnier. Kamel! Coiffure bizarre, genre Beatles, à la brillantine. Au travail, il porte une combinaison verdâtre serrée à la taille. En civil, c'est autre chose. Blazer à boutons dorés et chaussures pointues. C'est un faillot, avec une conception de la cadence qui convient bien à Gravier. Oh, je lui fais confiance. Voilà, c'est dire. Allez. Il pour la chaîne sans discontinuer. Et il règne sur son treuil avec des allures de macro. C'est pas vrai. D'ailleurs, il est un peu. Il a de drôles de connaissances verticales. Et Barbès! Il profite de son poste pour donner des ordres et me traiter comme son larbin. À 10 mètres devant moi, Mouloud refait indéfiniment les mêmes gestes. Une 2 chevaux faite, une autre se présente. 150 par jour, 33 000 fois dans l'année. Pendant que des gens allaient au cinéma, bavardaient, faisaient l'amour, nageaient, cueillaient des fleurs, jouaient avec leurs enfants, se goinfraient, parlaient de la critique de la raison pure, pendant que le soleil se levait sur Grenade et que la Seine clapotait doucement sous le pont Alexandre III, 33 000 carcasses de 2 chevaux ont défilé devant Mouloud. Et chaque fois, il a pris son bâton d'étain, son chalumeau et sa palette. Eh oui.
Un jour, je remarque un poste à l'écart des autres. Un ouvrier âgé, seul devant son établi. À côté, une pile de portières abîmées. Les fêlures, les chocs, les parties irrégulières, tout ça c'est pour lui. Il refait tout, il répare tout. Et il empile à sa droite les portières redevenues normales. On dirait un petit artisan. Ah oui. J'ai de nombreux outils à ma disposition, mêlés dans une sorte de bric-à-brac familier où je me retrouve sans hésiter. Et chaque retouche met en œuvre une opération particulière. Ce sont les hasards de l'emboutissage et des collisions qui déterminent ce qu'il y a à redresser. Le plus étonnant, c'est son établi. Un engin indéfinissable, avec une allure d'instabilité inquiétante. Cet établi, je le connais par cœur, je l'ai confectionné moi-même. Je m'appelle De Marcy. Plusieurs qualifications en tôlerie. Et ensuite, Son âge, sa qualification, tout ça fait qu'il jouit d'un certain respect. On ne le tutoie pas, on évite de le charrier. Même Gravier et Junot modifient un peu leur ton habituel pour lui parler. Presque de la courtoisie. De Marcy, lui, ne se prend pas pour un homme important. Il ne demande rien à personne. Et personne ne lui demande rien. Pourtant, en cette deuxième quinzaine du mois de juillet, une menace rôde autour de lui. Il est dans le collimateur de l'organisation du travail. Mais il ne le sait pas encore. Il y a du changement dans la production. Sur la chaîne des 2 chevaux, on vient d'introduire des nouvelles bagnoles. Des amis 8. Toutes les 4 ou 5 de chevaux, une ami 8. Du coup, bah c'est le bordel. Rationalisation, comme ils disent. Tu vois, je chronomètre en douce. Je me mets derrière le gars qui travaille, clique dans la poche. Le gars fait ses mouvements habituels, claque à la fin de l'opération. Ni vu ni connu, on met tout ça en fiche. On vous décompose et on vous recompose à un dixième de seconde près. Et un beau jour, on vient vous changer le boni par surprise. Eh oui, ils ont refait les calculs, hein. Voici vos nouveaux temps, mon vieux. Eh, j'y suis pour rien, hein. Je me tire vite fait. Rationalisation. Et pourquoi maintenant? Ah, c'est le bon moment. Ils ne font jamais rien au hasard. Dans 15 jours, c'est les vacances. Trop tard pour déclencher une grève. Les immigrés n'ont qu'une seule chose en tête. Les congés au pays. Ah, la cohue dans les agences de voyage. L'usine est fiévreuse. Ceux qui ne pourront pas partir parce qu'ils n'ont pas de sous ou personne à retrouver là-bas errent comme des âmes mortes, indifférents à tout, blessés par cette agitation qui les exclut involontairement. Ceux qui partent ont la tête déjà là-bas, avec les parents, la femme, les enfants, les amis. La tête là-bas. Ici, seulement le corps à disposition. Mais ça lui suffit à Citroën. Le corps. Tant mieux même. Si la tête est partie, on va en profiter. Rationalisation. Dans moins d'1 an, l'usine de Choisy ferme ses portes. Citroën vont les terrains. Ils vont tout raser. Ils vont construire des immeubles. au prix du mètre carré à Paris, hein. Belle opération. Le personnel sera fractionné et muté un peu partout. Ceux qui ne voudront pas pourront s'en aller. Mais pourquoi de Marcy? J'avais de pépin sur son poste. Les portiers retouchés impeccables. Alors? Poste R82. Allez. C'est vrai? Remplacement établi. Allez. Installer un modèle F775 à inclinaison variable. Allez. Mardi, 22 juillet, 8h15. Deux types arrivent avec un gros treuil et descendent un engin de fond massif, non sans mal, à l'emplacement de Marcy. Un cube noir surmonté d'un plan incliné pour poser la portière. Deux écrous sur les côtés pour caler. C'est tout. Oh bah ça alors, mais c'est quoi ce truc-là? La chaîne redémarre. Il va bien falloir que le vieux essaye de suivre. Sinon, c'est la catastrophe. Le rythme de De Marcy est cassé. Plus moyen de procéder comme avant. L'atelier chauffe dur. On s'engloutit.
Pour De Marcy, ça ne s'arrange pas, il est tout juste à flot. Qu'il loupe une ou deux portières, et il coulera. On s'arrache à la somnolence, on reprend les outils. Qu'est-ce que c'est que ça encore? L'atelier est envahi, blouse bleue et blanche, combinaison de régleurs, complet, veston, cravate. Et il marche d'un pas décidé, sur un front de 5 mètres, tout un échantillon. Le visage bouffi des vieux importants, et le visage studieux, à lunettes, des jeunes ingénieurs. Gravier court devant. Ah, bonjour, monsieur le directeur. Ah, Gravier. Alors, les chiffres, bien sûr. Soyez concis, soyez bref. Je comprends vite, mais mon temps, c'est beaucoup d'argent. Puis, dans un beau mouvement d'ensemble, il se transporte vers De Marcy. Et il s'agglutine. Alors ça, c'est un modèle F675. À inclinaison variable. Des fois, j'ai l'impression d'assister à une démonstration dans un hôpital avec le professeur, les infirmiers, les internes et De Marcy comme cadavre. Des années d'expérience, vous y êtes d'un coup. De Marcy dévisse, revisse, martèle, rougit. Il est gêné parce que il vient de faire une opération en trop. Oh, merde! C'est pas vrai! Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors écoutez, vous, je vous observe depuis un quart d'heure, vous faites n'importe quoi. Oh, monsieur le directeur. On vous montre une installation moderne. Et voilà ce que vous en faites. Reprenez-vous De Marcy. On se demande parfois comment ils obtiennent leur CAP. Voilà, oui. Pardonnez vraiment. Ouais, Gravier, vous êtes un comique. Oui, moi ça me fait mal. Vous avez compris, hein, j'ai déchiré. Alors venez. Venez avec moi. Venez, allez, dépêchez-vous. Oh, oui. Quelle crapulerie! Allez. Il le sait bien, Gravier, que le nouvel établi ne vaut rien. Il le sait bien que c'est pas sa faute au vieux. Tout l'atelier de soudure connaît De Marcy, sa précision, son expérience. Et personne ne le dira. On ne tient pas tête à un directeur du niveau de Pinot. Le vieux dut ravaler son humiliation jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière minute de sa journée de travail. Quelques jours plus tard, il revint chercher le cube. Et remirent en place le vieil instrument du vieux. De Marcy reprit ses retouches sur son établi, comme avant. Et il y avait à présent dans ses yeux une sorte de frayeur. Parfois même, il loupait une portière. Peu après, il tomba malade. Rationalisation. Mouloud et Mohamed sont venus me voir. Oh, Robert. Il faut résister, hein? Mettre en place une nouvelle action. Mais là, c'est les vacances. À la rentrée tout début septembre. Voilà, début septembre. D'accord? Allez, bonnes vacances, Robert, hein? Mettez en vacances. Ah, profite bien. On va manger des crevettes. Je suis d'accord. Début septembre, on remet ça. Les réunions, les tracts dans toutes les langues, affichés aux chiottes, circulant sur les chaînes sous le manteau, avec tous ceux qu'on connaît. Sadoc, Christian, Mouloud, Georges, les Espagnols, les Maliens, et Simon, au Café des Sports. Mercredi 30 juillet 1969. Encore 10 minutes et on arrête pour un mois. On me convoque au bureau central, de l'autre côté de l'avenue de Choisy. Je suis licencié, avec préavis. Compression de personnel.
solde de tout compte? Comme vous voudrez. Hein. Ça n'a aucune importance. Rien à faire sur le plan légal. La direction a respecté les formes. Ils ont bien joué, les salauds. J'aurais préféré un licenciement plus épique. Je repars dire au revoir aux camarades de l'atelier. Trop tard. L'usine est fermée. Tout le monde est parti. Un mois au loin. Vite. Le gardien a dégrafé sa veste et enlevé sa casquette. Il y a 10 minutes, la production de 2 chevaux marchait à plein. Plus personne. Je regarde l'usine. Le soleil tape dur. Des filles passent en robe légère. Je vais vers le café des sports, à pas lent. Tiens, Kamel, le pontonnier en tenue civile. Toujours l'air aussi macro. Blazer, pantalon à pattes d'éléphant, incroyable cravate multicolore. Il se dandine en nous voyant arriver. On dirait qu'il m'attend. Qu'est-ce qu'il veut, Kamel? Je n'ai pas trop envie de lui parler. Il y en a tant d'autres que je voudrais retrouver en ce moment, et il faut que ce soit justement Kamel qui m'attende. Aucun ami à qui me confier. J'aurais tant envie de parler à Primo, à Georges, à Christian, à Mouloud, à Ali, à Simon, à Jojo. Personne. Il faut attendre. Juste Kamel là, devant le café des sports, en plein soleil. Kamel à qui je n'ai rien à dire. Lui, par contre, semble vouloir engager la conversation. Je suis lourdet. Ouais, je sais, on me l'a dit. Écoute, on m'a proposé de l'argent pour que je provoque une bagarre avec toi. Je voulais te licencier comme ça. Alors j'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'argent. Pas de cet argent-là. Il n'a plus rien de son arrogance. Il a l'air gêné. De quoi? Qu'on ait pensé à lui pour ce sale boulot? De me le dire? Brusquement, il prend congé et disparaît derrière le coin d'arbre. Je suis sûr qu'il a dit vrai. Je me doute même que c'est Danglois qui a fait la commission. Je pense. Kamel aussi. C'est la classe ouvrière.